La composition du 15 de France est sortie et ils ont opté pour un banc en 6-2. 6 avant, 2-3 quarts. Et ça veut dire que, évidemment, c'est très compliqué de mettre Mathieu Jalibert dans le groupe. Il y a plein de choses ultra intéressantes à analyser dans cette composition pour le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande samedi soir. Dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de te donner la composition, parce que ça, tu peux aller sur Google et tu la trouves facilement. Mais je vais te tenter de débriefer en m'intéressant aux différents profils de joueurs qui ont été retenus, à leur vis-à-vis, au secteur de jeu et l'influence que les joueurs vont avoir sur les secteurs de jeu, essayer d'anticiper les choix tactiques et stratégiques des deux équipes. C'est bien évidemment totalement subjectif et je vous encourage en cours de vidéo à me donner dans les commentaires vos avis parce que c'est ça qui me fait avancer. C'est pas toujours évident de réfléchir et parce que quand tu parles à une caméra c'est comme ça et le but c'est qu'on puisse avancer ensemble et cogiter un petit peu sur ce que fait le 15 de France. Bon, on joue les Blacks qui sont pas en forme, mais qui a dit ça? Parce qu'on entend partout que cette génération des All Blacks n'est pas très forte. Scott Robertson, le sélectionneur des All Blacks, il est sous pression et il a intérêt à réussir cette tournée pour qu'on lui lâche les basques un petit peu. Alors oui, ils font des fautes de main. Oui, ils ont perdu une fois à domicile contre l'Argentine cet été et 2 fois contre les Box. Mais ils viennent de gagner à Twickenham et à Dublin. En réalité, on a un petit peu l'image de ces All Blacks affaiblis puisqu'on est tous restés sur cette très forte impression qu'ils ont fait pendant 10 ans où ils ont dominé le rugby mondial quand ils ont été champions du monde en 2011 et 2015. Et maintenant, dès qu'ils perdent un match, même s'ils remportent le Four Nations, on dit ah oui mais c'est pas les All Blacks d'avant. Et on va dire exactement pareil des Springboks à partir du moment où ils vont commencer à perdre et être un petit peu sur le déclin, on va dire ah oui mais c'est pas l'équipe de 2019 et 2023. Alors installe-toi confortablement pour mater cette vidéo, pense à lâcher ton petit pouce bleu et à t'abonner pour donner de la force, pense à mettre la petite cloche pour pas rater le débrief et profite de la vidéo. Les équipes du Sud, elles ont fait un carton plein ce week-end. Tu as les Box qui gagnent en Écosse, tu as l'Irlande qui se fait battre par la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui bat l'Angleterre et les Fidji qui battent le Pays de Galles. Alors oui, il y a forcément un décalage entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et notamment dû au calendrier. Eux, ils ont joué le Rugby Championship, ils sont en fin de période internationale donc ils sont vraiment très rodés, là où nous, on effectue nos premiers rassemblements dans le nord. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais on teste des joueurs aussi et on prépare le 6 Nations. Ça veut pas dire qu'on veut les perdre les tests, mais il y a un décalage dans la préparation. Ils sont plus rodés, ils ont plus de repères, mais ils ont aussi de la fatigue parce que quand ça fait 4 mois que tu es en période internationale à jouer beaucoup de matchs, et ben tu commences à fatiguer. Et ils ont de la casse. Et on va jouer cette équipe des All Blacks qui font des fautes de main, mais qui gagnent. Ça semble presque normal de les battre, tout ça parce qu'on les a battus en 2021, assez largement d'ailleurs, et en ouverture de la Coupe du Monde. Mais à la Coupe du Monde, c'est un peu différent, ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés. Et si on remonte, avant ces 2 victoires consécutives contre les Blacks, et ben on était sur 14 revers consécutifs. On va commencer avec le 3e rideau. Parce que dans le triangle arrière, il va y avoir des sacrés duels. Côté néo-zélandais, on a Telea et Caleb Clark qui sont sur les ailes et Will Jordan à l'arrière. Telea, c'est un profil vraiment exceptionnel qui est capable d'électriser les défenses. On n'a pas l'impression qu'il est très fort comme ça, pourtant il génère un nombre de breaks mais juste monstrueux. Il te débloque des situations à lui tout seul. Malheureusement pour les Blacks et heureusement pour nous, Telea est forfait. Ils vont peut-être opter pour mettre Rieko Ioane à l'aile, son poste d'origine, et mettre Linderbrand au centre. Ça, on s'occupe moins de la composition des All Blacks. Mais du côté français, on savait que Damien Penaud, il allait pouvoir rentrer dans le groupe. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, il a quitté Marcoussis, il est rentré chez lui. J'espère que c'est pas trop grave et on lui souhaite un très bon rétablissement. Donc pour accompagner Louis Biel-Biarré, on pouvait légitimement se poser la question du petit chien de la casse, j'ai nommé Monsieur Gabin Villière. Un joueur à gros caractère mais qui n'a plus joué pour l'équipe de France depuis la Coupe du Monde et le match contre l'Uruguay. Et le petit coup de communication n'est pas passé inaperçu. Depuis le début de la semaine, Romain Bureau s'était sur les tablettes. Et ça, c'est Léo Barré qui en fait les frais. Et je suis archi content pour Romain Bureau. J'ai lu ou entendu que c'était pas un cadeau de le mettre titulaire contre les All Blacks. Et bon, en fait, c'est là où je suis pas d'accord. Si tu as envie de voir ce qu'un joueur il a réellement dans le ventre, il vaut mieux le faire commencer directement titulaire plutôt que de le faire rentrer dans le match. Et en plus, c'est un excellent joueur dans les airs. On le sait, les duels aériens, c'est pas l'endroit, le secteur sur lequel la France, on a été le plus performant. Ou en tout cas, même si on est performant, les moments où ça doit basculer en notre faveur, ça bascule pas en notre faveur et ça nous a fait beaucoup de tort. Les duels aériens, ils font maintenant partie du show. C'est une volonté de World Rugby avec la suppression du coup de ces escortes. Et donc, ça va devenir un secteur du jeu extrêmement important. On favorise les batailles aériennes. Notre stratégie contre les Japonais, ça a été de taper loin chez eux et d'aller défendre chez eux. Et on a envoyé quelques coups de pied qui étaient des coups de pied offensifs, notamment des passes au pied, etc. Nous avons gagné 1200 mètres au pied contre les Japonais. Contrairement à toutes les autres équipes qui ont du coup utilisé cette nouvelle règle avec les escortes en utilisant des jeux au pied de pression. Parce que déjà, à la retombée, on peut récupérer des pénalités, mais aussi parce qu'à la retombée du duel aérien, ça amène des moments de rupture
rupture où il n'y a plus vraiment d'attaque et de défense. Et il y a de nombreux breaks qui ont été générés à partir de ces duels aériens. Pour exemple, la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande, ils ont mis moins de coups de pied. Nous, contre le Japon, on est à 34 ou 35. Les Néo-Zélandais contre l'Irlande, ils sont à 27 coups de pied pour 800 mètres gagnés uniquement. La semaine précédente, contre l'Angleterre, 30 coups de pied pour 770 mètres gagnés. Je ne vois pas qu'il y ait des raisons pour que ça change contre nous. Pourquoi est-ce qu'on a eu peu de jeux au pied de pression tapée du côté des Français? Ça, on peut l'expliquer de la manière suivante. Dans notre camp, zéro prise de risque, on dégage loin. En plus, Antoine Dupont, il a un énorme jeu au pied, donc on tape très loin chez l'adversaire. Et les jeux au pied de pression, ils ont plus tendance à intervenir entre les 40 mètres et les 50 mètres. Donc soit tu vas défendre chez l'adversaire avec des rasants dans le dos, où tu leur rends la balle, où tu cherches à trouver des touches, ou alors tu inverses la pression avec des jeux au pied dans la boîte et tu vas disputer des duels aériens. Mais ça, ces jeux au pied, tu les sors uniquement quand tu n'as pas réussi à générer de l'avancée sur 2 ou 3 séquences. Mais sauf que contre les Japonais, on a été souvent mis dans l'avancée où on a très rapidement trouvé des solutions. Donc pas forcément l'occasion de mettre des jeux au pied de pression, et c'était peut-être pas la stratégie sur le match. Contre les Blacks, ça va forcément défendre beaucoup plus efficacement. On va se retrouver, la défense des Blacks est ultra agressive et efficace. Donc on devrait naturellement avoir beaucoup plus de duels aériens. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va se comporter sur ce secteur de jeu. Au-delà des duels aériens, le triangle arrière des Néo-Zélandais, il a cette faculté à énormément dézoner et être capable de se projeter très rapidement. Ils mettent énormément d'activités du coup sur le triangle arrière pour pouvoir venir changer d'aile et attaquer d'autres zones. Ils sont comme nous, ils aiment bien se faire des passes au pied, des transversales au pied dans les 30 mètres. Et pour réussir à se démarquer et trouver des zones de rupture, je pense qu'il va y avoir un énorme travail de notre triangle arrière sur cette capacité à se projeter. Il va y avoir un énorme travail de course sans ballon pour les ailiers. Mais ça va naturellement amener de la fatigue et surtout, il va falloir qu'ils soient très rapides dans la couverture et le système de bascule parce que les Néo-Zélandais, ils gèrent très bien aussi ces moments de rupture où tu le sais qu'à des moments, quand il y a la bascule des joueurs dans le troisième rideau, il y a des moments de rupture où tu as des angles au pied. Nous, on le fait bien, eux, ils le font bien. Je suis vraiment curieux de savoir comment Gabin Villière va se comporter sur ce match et surtout de voir si Dupont va passer un petit peu plus de temps dans le troisième rideau. Au centre, c'était une véritable interrogation que tout le monde avait après le match contre le Japon et la mise sur le banc de Fickou, savoir quelle paire de centre on allait avoir. Fickou, Gaëton, Moefana, Gaëton, Moefana, Fickou. En jouant les Blacks, on affronte peut-être pour moi la paire de centres la plus complémentaire du circuit mondial. Jordi Barrett, depuis qu'il a été repositionné du poste de 15 au poste de 12, il est impressionnant. À côté de lui, on a les qualités explosives de Rieko Ioane, qui est capable d'attaquer des intervalles à 10 000. Il a d'ailleurs commencé à l'aile avant de basculer au centre, et peut-être que là, il va rebasculer à l'aile. Jordi Barrett est extrêmement grand, avec 1,96 m, et c'est un joueur qui est aérien quand il court. Voir Moefana opposé à la puissance et l'agilité de Jordi Barrett, et bah franchement, ça fait envie. La complexité pour Gaëton, c'est qu'il n'a pas touché énormément de ballons contre le Japon, et donc un petit peu plus dur de se mettre en valeur peut-être. Il a touché 6 ballons dans le match, avec un essai, 2 contacts et 3 passes. Fabien Galtier, il a décidé de faire revenir le patron de la défense, et donc on aura l'association Moefana-Fickou au centre. On passe à l'ouverture, et les Blacks, on va pas se mentir, ils n'ont pas encore trouvé qui était le plus efficace à l'ouverture. Ils ont Mackenzie qui est censé être plus léger, plus animateur et moins dense, et surtout moins sûr que Boden Barrett à l'ouverture. Mais Boden Barrett, il est aussi vieillissant. Mais à vrai dire, ils n'ont jamais réellement eu de problème à l'ouverture, les Néo-Zélandais. Tu mets Damien Mackenzie à l'ouverture, tu gardes le ballon en Irlande et tu gagnes. Tu mets Boden Barrett, bah tu gagnes à Twickenham. Honnêtement, il y a pire. Le problème du 10 en Nouvelle-Zélande, c'est pour moi un faux problème. Côté français, c'est Thomas Ramos qui va continuer à l'ouverture. À mes yeux, la difficulté qu'il peut rencontrer, elle est double. En attaque, il va devoir réussir à jouer très proche de la ligne d'avantage, mais tout en se séparant de la pression de la défense néo-zélandaise. Et peut-être qu'ils vont devoir trouver le moyen derrière pour du coup avoir les partenaires de Thomas Ramos avec un petit peu plus de profondeur, puisque les Néo-Zélandais montent très vite et très fort. La vitesse de montée des Blacks, elle est tout simplement beaucoup plus importante et la circulation que celle des Japonais. Et un autre point, c'est que je les ai trouvés extrêmement efficaces sur leur capacité à contester les ballons dans les rucks, les Blacks. Il faut avoir en tête quand même que les Blacks, ils ont réussi à contester 5 ballons dans les rucks en Irlande et 3 en Angleterre. Et ça, c'est peut-être la stat qui est un peu parlante. Contre les Japonais, on a 50% de nos rucks, donc la moitié de nos rucks qui est à moins de 3 secondes. Donc ce sont des rucks rapides. Ça veut dire que soit on a eu des rucks dans notre camp et qu'on a pris le temps de les sécuriser, ce qui fait diminuer la stat des rucks rapides pour se sortir au pied, soit qu'on a manqué d'efficacité dans les soutiens offensifs. Déstabiliser la défense et la circulation défensive des Blacks si on n'a pas des ballons rapides, ça veut dire qu'il faudra trouver des leviers sur d'autres secteurs de jeu, comme la contre-attaque par exemple, ou alors les jeux au pied de pression. En défense, je suis vraiment curieux et j'attends de voir sa prestation parce que, on va pas se leurrer, tout le monde l'attend au tournant. S'il fait pas un bon match en défense et qu'en attaque il est moyen, tout le monde va dire mais pourquoi est-ce que c'est pas Jalibert qui joue? Au poste de demi de mêlée, c'est sûrement
le duel que j'attends le plus. Dupont vs Ratima. Ratima, on pouvait se demander s'il allait être titulaire au vu des prestations de Roigard quand il est rentré. Dupont, il va faire du Dupont quoi qu'il arrive. Il fera un match exceptionnel s'il ne met pas 2 essais, qu'il n'a pas 4 franchissements, 5 passes décisives et un jeu au pied au-dessus avec son talon. On considérera qu'il a fait un match moyen, voire un mauvais match. D'un côté, on a cette habitude, on n'a pas envie de la perdre. Côté Black, ils doivent assurer la succession de TJP Renara et Aaron Smith. Et c'est pas quelque chose qui est évident parce que ça a été les 2-9 des Blacks pendant 10 ans. Et celui qui a été progressivement intégré, ça a été le petit Ratima. Alors Scott Robertson lui a fait 0 cadeau. Il n'a été titulaire, il me semble, que sur des matchs à l'extérieur. Donc quand il est allé en Afrique du Sud, il a été titulaire. Quand il va en Irlande, il est titulaire. Quand il va en Angleterre, il est titulaire. Sur son dernier match contre l'Irlande, il a été mis sous une énorme pression. Et donc tout le monde dit qu'il fait un match qui est pas terrible. Si vous l'avez pas vu, c'était un match qui était sous la pluie. Déjà que les Irlandais sont ultra compliqués à jouer dans les rucks et sur les phases d'affrontement, mais alors sous la flotte c'est pire. Et d'autant plus que sur ses premières sélections en tant que titulaire, il va découvrir 2 ambiances totalement différentes. Tu vas jouer à Twickenham où ils chantent God Save the King pendant ton AK, et tu vas en Irlande où c'est le silence total et ils te mettent la guerre dans les rucks après. Ça fait partie pour moi de l'apprentissage. Alors on a cette impression de prestation en demi-teinte de la part de Ratima, mais s'il est dans le squad All Black, il doit avoir quelque chose. C'est très rare que les Blacks se plantent sur un joueur et sur un profil. Et les Blacks, je les ai jamais vus sans un œuf extraordinaire et un 10 magique. Bon, et ben Ratima, même s'il a été mis en difficulté, qu'il s'est fait cafouiller en Irlande dans les rucks, il y a une action qui me fait dire qu'il a vraiment quelque chose. Il commence à se faire cafouiller le ballon dans un ruck, et là, il t'attaque un intervalle à 10 000, il amène un break de 30 mètres. Et sur les qualités athlétiques, je l'ai trouvé extrêmement fort. Et j'ai vraiment envie de voir du coup ce duel Ratima-Dupont, puisque les deux sont ultra explosifs. Et Cam Roigard, à chaque fois qu'il est rentré, et donc le remplaçant de Ratima, chaque fois qu'il est rentré à la 50e minute, il a apporté ce surplus. Mais il rentre aussi parce que devant, les Blacks commençaient à mâcher l'Angleterre et l'Irlande. La façon dont tu rentres, c'est pas la même non plus. Ça va être intéressant de voir Antoine Dupont qui va gentiment expliquer à Ratima qui c'est le papa ici. Et derrière lui, soit c'était Lucu, soit c'était Le Garrett. Fabien Galtier a tranché et c'est Le Garrett. Ça veut dire que c'est lui le second dans le ranking. Et vu qu'on parle des remplaçants arrière, et ben il faut aussi souligner Gaëton parce que Charles il n'en parle pas dans la vidéo. Salut, c'est Mathieu le monteur. Et du coup, je vais en profiter pour parler vite fait de Gaëton. Moi, je suis très content de le voir remplaçant vu qu'on est sur un banc 6-2 qui peut couvrir aile et centre. Du coup, ça permet d'avoir un remplaçant polyvalent, donc c'est pratique. Mais en tout cas, je suis content de voir qu'il est toujours dans le groupe, sachant que l'année dernière, il n'avait pas pu faire et la Coupe du Monde des Grands et la Coupe du Monde du Vin. Donc je trouve que c'est un peu une bonne revanche pour lui. J'espère le voir évoluer encore dans l'équipe de France. En première ligne, j'ai trouvé que notre première ligne avait eu une activité extrêmement forte contre le Japon. Parce que oui, on n'a pas eu des longues possessions. Sur les possessions qu'on a eues, on marque très rapidement et on va pas se leurrer, ce sont plutôt les 3 quarts qui ont été mis en valeur, même s'il y a des avants évidemment qui ont marqué. Mais surtout sur ces séquences de possession qui étaient très courtes, il y a eu pour moi énormément de disponibilité et de mouvement. Jean-Baptiste Gros en 1, Wardy en remplaçant, le ranking il est clair. Et il n'y avait pas vraiment de raison de le remettre en cause après le Japon. Au talon, Movaka, on ne peut quasiment rien lui dire. Est-ce que vous avez conscience du nombre de plaquages qu'il a effectué contre le Japon? 29 plaquages. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, il y a une erreur quand même. On a fait 200 plaquages dans le match et lui, il en a mis 29. Alors effectivement, il y a juste une petite régule, c'est qu'on compte aussi les plaquages assists. Quand il y en a un qui vient en bas et l'autre qui vient impacter en haut. Mais donc, on a un joueur qui commence talon, qui termine 3e ligne, en plus de lancer en touche, de pousser en mêlée, talonner en mêlée, de se déplacer, il t'envoie 29 plaquages. C'est quand même très fort. Dis-moi dans les commentaires si tu connais un talon qui est capable de faire ça. Pour moi, c'est normal qu'il soit devant Marchand à l'heure actuelle. Une question bien impopulaire. Au poste de pilier droit, Winnie Antonio n'a pas joué contre le Japon. Les deux jeunes, Tevita Tatafou et Georges-Henri Colombe, ont fait un énorme match contre le Japon. Tu le prends ou tu le prends pas, Winnie Antonio? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu laisses les deux jeunes dans le coup ou est-ce que tu mets ton numéro 1 au poste? Même si tu n'es pas sûr qu'il pourra tenir jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Pour moi, le choix n'a pas vraiment lieu d'être. Winnie Antonio tiendra ou ne tiendra pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, mais une chose est sûre, c'est qu'il sera là pour le prochain tournoi de destination. En réalité, même s'il y a une prestation très solide des deux droitiers contre le Japon, cela ne reste qu'une opposition contre le Japon. Winnie Antonio est forfait, et donc moi je suis plutôt content en fait de voir les deux petits jeunes qui vont pouvoir enquiller. En face, il y a quand même les vice-champions du monde et ils sont pas drôles. À gauche, tu as Tamaiti Williams qui lui, le gaucher, il est juste à 140 kg. Nous, on a du mal à trouver des profils droitiers comme ça qui dépassent les 130 kg. Eux, ils te mettent un mec comme ça à gauche. Oh, respectez-nous. Au talon, ils ont Cody Taylor, mais qui a pris une commotion. Et à droite, Tyrell Lomax. La mêlée va être une vraie phase d'affrontement. Et là où je les ai trouvés un petit peu en difficulté sur le Rugby Championship, et bien sur cette tournée, ils ont à chaque fois été un petit peu mis en difficulté sur les premières mi-temps. Et les secondes mi-temps, c'est totalement à leur avantage. Alors ouais, il faut rentrer Tuipulutu aussi. Leur espèce de marmule en seconde ligne, en poste de 5, qui te stabilise la mêlée à chaque fois. C'est leur méa foi. En seconde ligne,
à mes yeux, Meafou, il a fait du Meafou. Il a mis des placards, il a mis de l'avancée, il t'a ressorti des ballons proprement. Et à vrai dire, quand il est là, t'as pas l'impression d'être vraiment mis en danger physiquement devant. T'as pas l'impression de subir. Alors en deuxième ligne, la question elle se posait avec notamment Thibaut Flamand qui était incertain. Et puis ça a été progressivement confirmé qu'il allait pouvoir être disponible s'il ne ressentait pas de douleur. Puisque c'est un petit peu le seul sauteur en touche en seconde ligne. Et parce que Meafou, c'est pas vraiment, je l'avais dit sur la preview du Japon, c'est pas vraiment un profil sauteur. Et il faut quand même se dire qu'en face, tu as Scott Barrett, le capitaine des All Blacks, Tupou Vai et sur le banc Tuipulutu. Et ils ont pas vraiment la même problématique que nous du coup. Autant Meafou et ses 140 ou 150 kilos vont nous faire beaucoup de bien sur des secteurs de jeu, sur la mêlée, les ballons portés, les rucks, les phases de combat. Autant pour gagner les ballons en l'air, c'est plus difficile. En face, les deux secondes lignes néo-zélandais ne dépassent pas 120 kilos, donc ça monte en touche. Il fallait un profil sauteur, donc on se posait un petit peu la question, est-ce que Olivon, il va peut-être rentrer en seconde ligne et tatati et tatata. Et ça dépend aussi de la troisième ligne, puisque tu as Roumat qui saute. Est-ce que Roumat allait remonter en seconde ligne? C'était possible. Et on a décidé avec le banc 6-2 de densifier ce banc, du coup avec le retour de Taofi Fenua et Guillard. La troisième ligne, ça c'est des interrogations. Tout le monde a trouvé Aldrit en dedans, malgré le fait que ça soit le meilleur plaqueur français. Tourne à 27 plaquages quand même. Mais c'est très difficile pour un joueur de s'illustrer quand tu n'as pas le ballon. On leur a laissé la possession et quand on a marqué très rapidement. Et il faut pas se leurrer, hein, toutes les courses de Aldrit, elles ont été excellentes. En réalité, ce que je vais dire, c'est bien impopulaire, mais moi, la prestation de Aldrit, elle m'a plu. J'ai lu que Fabien et son staff envisageaient de faire passer Roumat en position de numéro 8, et on attendait tous un petit peu de savoir comment ça allait se passer, comment on allait réorganiser cette seconde et troisième ligne pour être performant en touche, avec les absences. Parce qu'en face, il y a quand même un nouveau genre de profil qui dérange. Voilà Cititi, un espèce d'animal qui est capable de te mettre des placards, qui a des offloads qui sont juste magiques, et qui est capable de te créer des différences à lui tout seul. De l'autre côté, il y a l'infatigable Sapken, mais lui qui est victime de protocole commotion et qui ne pourra pas jouer. Et puis t'as Hardy Savea, et tout le monde trouve que Hardy Savea, c'est vrai qu'il fait pas des matchs comme on a eu l'habitude de le voir à la Coupe du Monde. En fait, quand il fait une prestation moyenne, on dit qu'il est mauvais. Pourtant, c'est pour moi le joueur qui fait les meilleures feintes de passe au monde. Fabien Galtier a dû donc composer avec François Cross qui a pris une commotion contre le Japon, c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. C'est donc Boudéan, Roumat et Aldrit qui vont composer la troisième ligne. Et c'est Charles Olivon qui va pouvoir profiter du 6-2 en reprenant une place sur le banc dans le groupe. Voilà pour la composition, j'espère que ma vision du Schmilblick elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, si tu veux soutenir la chaîne tu peux aussi devenir membre, c'est cool, ça me fait rentrer, tu peux donner 1, 2, 5 euros par mois et moi ça m'aide à continuer de produire des vidéos parce que on va pas se leurrer, hein, quand tu gagnes 2 à 3 euros pour 1000 vues et que t'as des monteurs derrière qui te coûtent les yeux de la tête, et bah c'est quand même cool de pouvoir se payer un petit peu avec le temps que ça prend. Et puis on se revoit pour le débrief, topette l'ami.